Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, vous suivez ce grand dialogue en live sur la page Facebook de Studio Tamani, également sur 85 radios à travers le pays, et ce soir à partir de 21h30 sur Énergie TV et Bélédougou TV et à 23h sur Renouveau TV. Nous allons parler de l'arrestation du président et du premier ministre de la transition. Cette situation était-elle prévisible? Les raisons évoquées par le vice-président de la transition sont-elles les vraies causes? Est-ce un coup d'État? Quels sont les enjeux de cette situation? À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est quoi le vrai problème aujourd'hui du Mali et comment sauver cette transition? Voici autant de questions auxquelles nos invités vont répondre ce soir. Il s'agit de Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, président du réseau des défenseurs des droits de l'homme. Et moi, je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le président français Emmanuel Macron a parlé d'un coup d'État dans un coup d'État, mais au Mali également. Plusieurs Maliens ont réagi, certains se sont montrés en colère, d'autres ont dénoncé cette situation et également certains se demandent ce qui se passe réellement dans le pays. On va écouter un certain nombre de Maliens qui ont réagi au micro de Studio Tamani à travers le pays, Mopti Gao, Sikasso et Bamako également. Moi je suis docteur Traoré Massédou, je suis médecin, je suis à Sikasso. Moi je suis choqué, dépassé par les situations aujourd'hui. Ces coups de force n'honorent pas ce pays-là. Les parties prenantes doivent s'asseoir et regarder l'avenir du pays ensemble pour qu'ensemble nous sortons de cette situation qui n'honore personne dans notre pays. Je suis à Sigasso. Les choses là, c'est pas bon. C'est pas bon. Face à la situation, il faut que les Maliens conservent nos valeurs d'antan. Sinon, c'est une honte d'être Malien aujourd'hui. Ceux qui agissent de la sorte, les casse qu'ils arrêtent. Nous sommes vraiment confus. C'est Maïga Lala, présidente Capo Régional Gao. Bon, je ne sais pas si c'est un coup d'État ou bien ce n'est pas un coup d'État. En tout cas, pour moi, quand même, on dirait un coup d'État. Donc, surtout dans un pays sous-développé, et nous sommes même en voie de développement, cette situation va nous faire retourner en arrière. Donc, l'appel que je lance aux Maliens, vraiment de se ressaisir, de laisser le Mali se développer, de laisser ceux qui ont été choisis de continuer, et puis de choisir au moins l'homme qu'il faut pour que le Mali puisse se développer. Moi, je suis Nomté Chao. Je suis actuellement le chef de village de Yuarou-Gomboloré, le chef de Yuarou. Par rapport à la situation qui vit au Mali maintenant, vraiment je suis désolé. Nous qui sommes au centre de la 5e région, nous avons beaucoup de peine. Avec la transition, on a pensé qu'on allait trouver une solution d'accalmie. Malheureusement, les gens ont pensé que c'était un partage de gâteaux. Ça ne va pas, on va de mal en pire. Je ne sais pas sur quel bord on va aller à côté. Il faut que ceux qui sont là en train de chercher la place là, qu'ils aient pitié à la population, au peuple de Mali. Sinon, ce pays devient ingouvernable. Si ça ne va pas là-bas, ça ne va pas ici aussi. Les chefs de village ne pourront plus exercer leur rôle. Les autres responsables ne pourront plus exercer leur rôle. Si à la haut même il y a la débandade, il y a le désordre, il y a l'anarchie, ça ne va pas. Vraiment que Dieu ait pitié de ce Mali. On m'excuse, mais ça c'est la réalité. Je me nomme Tchikoura Kone. Actuellement à Kati, la situation qui prévaut me décourage un peu. Une période de transition, on doit être vraiment très conscient de l'état du pays et la situation qui prévaut là ne me convient pas du tout. Je veux que tout le monde se donne la main pour faire sortir le Mali de cette crise. Nous souffrons beaucoup. Bouba Diarra, enseignant en retraite à Hermakono. Franchement, on a assez souffert maintenant. On a très très souffert. Donc nous voulons maintenant qu'il y ait fin, qu'on mette fin à tout ça. Alors voici quelques réactions de Maliens à travers le pays recueillies par Studio Tamani. Certains d'entre eux ont dit que Dieu ait pitié de ce Mali. C'est une honte aujourd'hui d'être malien. Moussa Mara, aujourd'hui, est-ce que cette situation vous fait honte? Touré, c'est le mot, c'est le mot, c'est la tristesse et la honte. La tristesse parce que, encore une fois, en quelques années, nous devenons un peu la risée du monde. Et la honte parce que ceux qui ont leurs enfants qui sont chez nous en train de se battre pour nous peuvent difficilement comprendre que ceux d'entre nous qui doivent se battre sur le terrain
certains d'entre eux sont en train de se battre à Bamako pour des postes. Donc je pense que c'est la honte et c'est la tristesse. Il faut le reconnaître. Et si vous avez vraiment écouté les uns et les autres, les Maliens du nord au sud, de l'est à ouest et puis de Bamako, l'écrasante majorité sont désolés. Et l'écrasante majorité voudrait qu'on en sorte. Quelles que soient les causes qui nous ont amenés dans cette situation, il faut qu'on essaye d'en sortir. Et à mon avis, aujourd'hui, une partie du débat va être consacrée à ça. Donc sinon, tristesse et honte, ce sont les deux mots qui nous reviennent quand on pense à cette situation malheureuse intervenue depuis hier après-midi. Avez-vous aussi honte, Maître Diarra? Ben oui, parce que l'attelage qui est sorti de la mise en place de la transition est un attelage politique et juridique à la fois. Donc politico-juridique et par conséquent, qui avait été en fait unanimement accepté, et non seulement par une partie des Maliens, mais aussi par la communauté internationale qui contribue à la stabilité du Mali. Bon, ça, ce coup de force qui met cet attelage à terre est quand même un gros problème, même si nous devons regarder en face. Moi, je me suis posé la question de savoir est-ce que, en fait, ça veut dire que c'est la rectification de la transition. Oui, dont on entendait tout le temps parler, mais s'il s'agit d'une rectification, moi je pensais qu'elle aurait pu être en fait opérée en douceur, mais pas une rectification qui intervient sur la base d'un coup de force. Mais une rectification par rapport à quoi? Par rapport à la gestion de la transition par des militaires? Oui, parce que moi j'ai beaucoup en fait observé les doléances du M5 et le docteur Chegel parlait chaque fois de rectifier la transition. Alors à un moment donné, quand il y a eu ce problème de remaniement et le coup de force depuis hier, mais je me suis dit, mais si c'est ça, en fait, la matérialisation de la rectification, ben, c'est patatras, parce que ça nous amène loin. Ça veut dire que vous ne vous attendiez pas à cette situation? Moi, je ne m'attendais pas. Je pensais que la rectification aurait pu intervenir dans le cadre d'un dialogue, évidemment, entre les parties, et que sur la base de ce dialogue maintenant, eh bien, on aurait pu rectifier les tirs s'il y avait en fait à rectifier les tirs. Vu l'évolution de la situation, M. Mara, est-ce que cette situation était prévisible? Bon, je pense que nous tous, nous entendions des bruits par rapport aux mésententes ou aux incompréhensions entre les acteurs de la transition. Mais nous comptions aussi sur le fait que ces acteurs, au moins en partie, sont dans le même camp et du même moule. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Le président de la transition, Bandao, il a été choisi en grande partie par l'ex-junte militaire. Les mêmes acteurs aujourd'hui qui l'ont arrêté. C'est eux qui l'ont choisi. Et je pense que cela est quand même de manière incontestable. Le premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, il a été choisi au moins indirectement et en partie par les mêmes acteurs. Donc on suppose que ceux qui ont été choisis par ceux qui les ont choisis, ils devraient trouver les voies et moyens pour essayer de s'entendre dans les institutions de la transition plutôt que nous arrivions à une cassure de ce type qui est dommageable, qui nous fait perdre du temps, mais surtout qui nous ouvre une période d'incertitude majeure. Si nous continuons dans ce sens, je pense que les lendemains du pays seront chaotiques. Mais s'ils sont dans le même camp, comme vous le dites, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on en arrive à cette situation? Bon, malheureusement, je ne suis pas à leur place pour répondre à cette question. On ne peut que faire des supputations et s'en tenir aux explications qui ont été données dans le communiqué qui a été lu par le conseiller spécial, je crois, du vice-président de la transition. Mais en tout état de cause, je dis, quelles que soient les incompréhensions et les divergences, nous sommes dans une période d'exception. Et nous sommes dans une période de fragilité importante. Les acteurs qui animent cette période d'exception doivent pouvoir se parler et s'entendre et éviter la cassure. Et si d'aventure il y aurait des divergences importantes, il y a d'autres acteurs qui sont présents. Je pense que notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions actuellement des forces vives et autres. Ceci aurait pu être mis à contribution. Les partenaires aussi
se sont organisés dans un comité local d'accompagnement de la transition. Et y compris aussi à l'extérieur avec les chefs d'État, la CEDEAO. Il y a suffisamment de cadres, d'acteurs, de médiation pour qu'on puisse régler ces divergences éventuelles sans aller à la cassure. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. Est-ce un coup d'État? Est-ce que c'est le plus important? Je pense que ce qui est sûr, c'est que utiliser la force pour interrompre un processus institutionnel, ça s'appelle un coup d'État. Donc c'est un coup d'État. Un président de transition qui est là, on l'arrête. Quelles que soient les formules qu'on utilise, on l'arrête, on le remplace. Il a la qualité de chef d'État. Je crois que cela est consacré par les textes de la transition. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important, un coup d'État, coup de force, rectification. Ce qui est sûr, c'est que ce qui vient de se passer est un recul important. Mais au-delà d'un recul important, c'est l'ouverture d'une période d'incertitude majeure pour notre pays. Et on va y revenir. Maître Diarra, est-ce un coup d'État? Mais oui, c'est un coup d'État parce que, comme je l'ai dit, l'attelage qui a été mis en place par la transition était un compromis. Et même ceux qui ont fait le coup d'État contre le président Ibeka, je pense que c'est un compromis. C'était un compromis parce que c'est des équipes qui viennent... Compromis entre qui et qui? Mais compromis entre les acteurs. Parce que compromis... Entre Ibeka et ceux qui ont mené ce coup d'État? Non, du tout, entre ceux qui sont même les véritables acteurs du coup d'État. C'est un compromis et je pense qu'il y a eu rupture quelque part parce que quand on n'est pas au sein d'une institution, nous essayons vraiment d'interpréter les bribes d'informations que nous avons, eh bien, en fait, pour nous orienter, arriver en tout cas à une bonne compréhension. C'est parce que le compromis qu'il y a entre eux, en fait, a été rompu quelque part. Maintenant, la rupture, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Parce que, étant entendu que la transition elle-même est un compromis, parce que la façon dont le président Badaou est arrivé, la façon dont en fait, le Premier ministre Ouane est arrivé, et puis qu'on ait accepté, la façon dont le gouvernement a été formé, tout ça c'était un compromis. Maintenant, c'est ce compromis qui a été remis en cause et il faut chercher la cause de la rupture. Maintenant. Dans son communiqué, le vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta, dit qu'il s'est vu obligé de retirer à Bandaou et à Mokhtar Ouane leurs prérogatives parce que selon lui, ils ont violé la charte de la transition. Est-ce que vous avez constaté une violation de la charte? Non, moi je pense qu'apparemment c'est parce que en fait des vrais acteurs et doutes ont été mis à l'écart, notamment le général Sadio Kamara et l'autre là. Je pense que s'il y avait... Donc c'est un problème de place? Non, mais s'il y avait un compromis. Parce que allons au-delà vraiment des questions de place, parce que vous savez, en fait, la politique, c'est des compromis. S'il y avait un compromis entre eux, et que ce compromis a été, si vous voulez, dérangé, eh bien, la suite, c'est cela. Sinon, du point de vue du respect des calendriers et autres là, ben, on ne voit rien, en fait, qui présage que eh bien, le pouvoir ne sera pas rendu dans 18 mois, n'est-ce pas? Bon, on ne voit rien aussi qui montre que, en fait, il y a des couacs. Mais fondamentalement, je pense que jusqu'au remaniement, maintenant, c'est quand il y a eu le remaniement et que la liste des nouveaux gouvernements est sortie, que, en fait, on a mis le pied dans le plat, si vous acceptez l'expression. Alors je pense que c'est cela et je crois que c'est un compromis entre eux. Peut-être que le commun des mortels ne sait pas. Et c'est ce compromis qui a été remis en cause et qui fait que quand on remet des compromis en cause, peut-être qu'on est fondé à dire qu'on a touché aux valeurs fondamentales de la transition. Si vraiment ils se sont mis d'accord sur la base d'un compromis entre eux. Moi, c'est comme ça que j'interprète, c'est comme ça que je vois. Mais en dernière instance, c'est un coup d'État. Que des Maliens se posent, c'est comment dans un pays peut-on arrêter un président, un premier ministre comme ça? Est-ce que cela veut dire que c'est le vice-président qui dirigeait, qui gérait le pays depuis le début de cette transition? Bon, la question est simple. Ceux qui sont détenteurs de la force armée, ce sont les membres de l'ex-junte.
le président de la transition, le premier ministre de la transition ne sont pas détenteurs de forces armées. Leur autorité, c'est ce qui leur est conféré par les textes. Ce ne sont pas des chefs militaires, ils ne sont pas à la tête de troupes et autres. Donc quand on dit que ceux-ci sont les vrais patrons, ben simplement ceux-ci ont les armes. X ou Y autres auraient les armes, ils auraient pu faire la même chose. Pour moi, ce n'est pas ça la question. La question, comme Diarra l'a dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment déterminé, ils ont agi. Et ils ont agi hier après-midi. Ils ont agi hier après-midi, 2 ou 3 heures après la publication de la liste du gouvernement. Et tout indique, comme il a dit, que c'est la vraie raison de l'action. C'est la vraie raison de l'action. C'est un problème de place. Donc la question est un problème de place. C'est un problème de place. Est-ce qu'ils ont convenu de quelque chose qui n'a pas été respecté par le président Bandao et le Premier ministre, ou est-ce que quelque chose se soit passé où le vice-président Goïta n'ait pas été consulté? Quels que soient les cas de figure, c'est ce fait-là qui a déclenché l'action d'hier. Et c'est pourquoi je dis, quand on est dans le même camp, on est dans la même équipe, on doit avoir suffisamment de mécanismes pour s'entendre afin d'éviter des dérapages de ce type et des dérapages qui compromettent le sort de 20 millions de personnes. Et je dirais même de 30 millions de personnes en comptant les Maliens de la diaspora et autres. Donc, il faut que nous soyons conscients de la gravité des actes que nous posons. Nous sommes responsables de la destinée de plusieurs dizaines de millions de personnes. Et nous devons donc agir eu égard à cela et privilégier la stabilité. Donc pour moi, quelles qu'aient été les explications, nous sommes face à un problème. Qu'est-ce que nous allons faire pour en sortir? J'imagine que c'est à l'ordre du jour du débat et on aura l'occasion peut-être d'en parler. Vous disiez tout à l'heure que le président de la transition a été arrêté et remplacé. Est-ce qu'il est remplacé à Non, ça, je n'ai pas dit qu'il a été remplacé. Vous aviez dit ça, c'est pour ça que je vous donne la parole. Il a été arrêté. Il a été arrêté et c'est un fait. Tout le monde le constate. Maintenant, ceux qui l'ont arrêté, manifestement, leur intention est de le remplacer. Moi, personnellement, je ne le souhaite pas. J'ai fait un communiqué hier pour dire très clairement que ce qui s'est passé est condamnable, il faut le condamner. Et demander à ce qu'on revienne dans la situation antérieure. Parce qu'il y a simplement 2 jours, il y a 48 heures, nous étions dans une transition avec un président, avec un premier ministre qui avait élaboré un programme d'action du gouvernement, un chronogramme, il y a eu un comité d'orientation sur les réformes. Il y avait un certain nombre de choses qui avaient été mises en place. Et à l'extérieur du Mali, le pays était reconnu comme en voie de conduite de sa transition. On était dans cette trajectoire. En rompant cette trajectoire aujourd'hui, on ouvre une incertitude importante. Et cette incertitude va nous faire perdre du temps, va nous situer dans une trajectoire sinusoïdale. C'est-à-dire, il n'est pas exclu que toutes les 2 semaines, nous n'ayons pas de révolution de palais. Ou tous les mois, ou tous les 2 mois. Évitons cela. Le pays est très divisé aujourd'hui. La transition, on doit la stabiliser. Donc moi, je disais, il faut réintégrer le président à son poste. Le président doit choisir le premier ministre de son choix. C'est ce qui est dans la Constitution et dans la Charte. Et ensuite, le gouvernement. Maintenant, le gouvernement d'hier, les discussions, les négociations peuvent permettre d'ouvrir des perspectives afin que les partis s'entendent. Mais le président est la clé de voûte de la transition. Il doit être réintégré. Et ensuite, maintenant, on pourra évoluer. Moi, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, en tout cas si on veut stabiliser cette période cruciale. Le pays est très divisé, dit Moussa Mara. Est-ce que c'est ce qui explique ce manque de mobilisation dénoncé par certains Maliens pour dénoncer cette situation, que ce soit du côté des hommes politiques, de la société civile, des populations de façon générale, Maître Diarra? Oui, ça c'est vrai parce que un pays, c'est des valeurs, c'est des compromis. Que ce soit depuis la charte de Kouroukanfouga, que ce soit en fait les grandes révolutions, que ce soit les grandes réformes, un pays a été un compromis et un pays a été la sauvegarde de certaines valeurs. Mais il me semble qu'au Mali, la grande division entre nous et la diversité des opinions, ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
Mais ce qui est mauvais, c'est que les Maliens n'arrivent pas à définir et à déterminer des valeurs de consensus qu'il faut sauvegarder. Et ça, c'est un grand dommage, Malgré nos diversités, malgré nos tendances, il me semble que notre génération l'a perdu. Et maintenant, c'est des choses qu'il faut construire et mettre de l'avant. Est-ce que la jeune génération en est consciente? Mais elle en est consciente. Il y a parmi la génération montante, en fait, si vous voulez, la génération montante que je considère, c'est-à-dire ceux qui vont de, je le dis arbitrairement, c'est normal. Non, je ne cite pas de nom, mais si vous voulez, de 75, 76, 80, c'est ça la génération de rupture. Et je pense que cette génération, elle en a conscience. Je ne dis pas la génération AEM, c'est pas ça. Je fais un choix, non, oui, parce que la génération de rupture doit se situer entre 76 et 80. Et je pense qu'il y a parmi eux des hommes qui perçoivent en fait cette possibilité. Parce que nous, déjà, nous avons assez compromis le pays par nos actions. Et il faut en sortir. Parce que dans un pays où on ne définit pas quelles sont les valeurs que nous devons protéger, quelles que soient nos divergences. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a un grand danger. Il y a un grand danger parce que, bon, même si nous ne sommes pas aux affaires, mais quelque part, nous sommes meurtris dans le corps des devoirs. Parce que même si on vit de notre travail, il y a des gens qui veulent vivre de leur travail, rien que vivre de son travail, mais quand le pays n'est pas en bonne santé, on ne peut pas vivre de son travail. Vous le voyez, et c'est ça la difficulté un peu. Et je pense qu'il faut en avoir conscience. Quelles que soient nos difficultés, il y a vraiment un canari qu'il ne faut pas toucher dans un pays. M. Mara, quels sont les enjeux de ce coup de force ou coup d'État? Les enjeux en termes de perturbation. Moi, j'entends, il y a quelques personnes qui supportent ce qui s'est passé et qui veulent remplacer le président, remplacer le Premier ministre, organiser des assises pour mettre en place un gouvernement. Il faut regarder simplement en arrière, au début de la transition actuelle, les difficultés importantes que nous avons eues pour le choix du président. Aujourd'hui, si on va dans la même direction, on va avoir plus de difficultés que ça. Les difficultés qu'on a eues pour le Premier ministre et pour le gouvernement, et même pour le CNT. Le CNT a été combattu. Il y a encore une action judiciaire contre la mise en place du CNT. Si nous voulons ouvrir la boîte au Pandore de nouveau, nous en avons pour plusieurs mois pour déjà stabiliser quelque chose. Après, ce qui a été inauguré aussi hier, c'est la toute-puissance de l'ancienne junte. Il a été convenu avec la CEDEAO que le CNSP soit dissous. Le CNSP a été dissous. Mais aujourd'hui, c'est le CNSP qui est ressuscité par l'action d'hier. Tant que cette toute-puissance va exister, il n'y aura jamais de sérénité au niveau des institutions. Ceux qui seront là ne pourront pas travailler dans la sérénité. Tant qu'il y a l'épée de Damoclès. Et cette épée de Damoclès... Par rapport à cette question, Colado Véridique sur la page Facebook de Studio Tamani estime que le camp de Kati constitue une menace pour la démocratie et la stabilité du Mali. Pourquoi pas le déplacer vers le nord, précisément à Taoudéni? Non, ce n'est pas une question de déplacement de camp. Vous déplacez les camps, ce sont les hommes qui font les actions. Ce ne sont pas les camps qui font les actions. Ce sont les hommes. Je disais, cette épée de Damoclès, elle plane sur la tête... Elle planera sur la tête des futurs responsables si on va dans le sens du changement. Mais cette épée de Damoclès sera une menace importante pour ceux qui la tiendront. Et ça, c'est le lieu vraiment de m'adresser à Assimi Goïta et à ses collègues. Notre pays est compliqué. Vous faites tout régulièrement, quand vous êtes au pouvoir ou quand vous êtes proche du pouvoir, il y a des clans qui se forment autour de vous. Ce sont les mêmes clans qui vont vous combattre à un moment déterminé et qui applaudiront votre chute. Est-ce que vous parlez en connaissance de cause en tant qu'ancien ministre, Non, les différents présidents élus dans notre pays, le cas des Ibeka est le cas le plus illustratif. L'autre junte, la junte des Aya, c'est encore une illustration. C'est quand vous pensez dans notre pays que vous avez la plénitude de la puissance, c'est le début de vos problèmes qui commencent. Il faut qu'ils se remémorent de leur serment d'officier.
qu'ils se remémorent de leur serment de vice-président, pour le cas des Assimi, et surtout qu'ils se remémorent de l'histoire. Ce pays-là a besoin d'une transition de stabilité. Il n'a pas besoin d'une transition de révolution de palais au gré des humeurs des uns et des autres. Et c'est en ami que je m'adresse à l'ex-junte. Depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui accompagnent, qui aident. Et je l'ai dit régulièrement. Et un ami se doit de dire la vérité. N'écoutez pas ceux qui vous sérénent tous les jours que vous devez diriger ce pays. Ils vous mèneront à votre perte. Et c'est un ami que je m'adresse à eux. Il faut qu'on puisse redevenir serein. Qu'on revienne en arrière et qu'on ouvre des possibilités de discussion. Même la présence de Goodluck aujourd'hui, du président Goodluck, c'est une chance. Toutes ces discussions peuvent permettre de trouver des arrangements. Mais en s'engageant dans le rapport de force, dans la dissolution, dans la cassure, on risque d'être soi-même victime ultérieurement de cela. Il ne faut pas l'oublier. Et M. Kamaté, sur Facebook, toujours, pose une question. Pourquoi les hommes politiques n'arrivent-ils pas à laisser les militaires gérer la transition? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Maître Diarra, que les hommes politiques doivent laisser les militaires gérer la transition, comme le pense M. Kamaté? Mais ça n'a jamais été le cas. Nous sommes dans une société politique. Nous sommes dans une société politique et les militaires sont arrivés en fait au pouvoir dans un contexte bien précis. Moi, je ne suis pas en fait membre d'un parti, mais je pense que les gens commettent l'erreur de dire que en fait les politiques doivent se mettre à l'écart. Ça, c'est absolument faux, parce qu'après tout, l'Afrique, elle est politique. Mais est-ce que ce ne sont pas ces mêmes hommes politiques qui ont conduit le Mali à ce niveau-là? On laisse mettre des médias tabac de boulot, comme on le dit en bambara. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais qu'on ne dise pas que ceux qui font la politique aujourd'hui doivent se mettre de côté et que les militaires qui arrivent doivent en fait mettre le pays sur les rails. Moi, je peux aller jusqu'au fond des choses là. Moi, les militaires ne me font pas peur parce que je connais le passé de mon pays. Parce que très rapidement, je prends un exemple là. Mais dans le Mali médiéval, mais les Sundiata, mais c'était des militaires. On est d'accord? C'était des militaires, ils ont pris le pays, et puis ensuite maintenant, les chasseurs, c'était des militaires. Ils avaient rang de militaires, et partout, il y avait l'administration civile qui était faible là, et ce sont des militaires qui ont en fait occupé. Mais attention, ces militaires-là, ils avaient en fait une conscience aiguë de l'avenir de leur pays. Ils ne concevaient pas la gouvernance comme un partage de gâteaux. Ils avaient une conscience aiguë. De l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Les Konaté que vous voyez à Yorosso, à Koutiala, mais c'est des anciens généraux, c'est des descendants des anciens généraux jusqu'en Guinée-Bissau. C'était des militaires, mais qui en fait avaient des fonctions militaires. Donc, c'est pas parce qu'on est militaire qu'on n'a pas droit à jouer des fonctions militaires. Mais par rapport aux enjeux, Moussa Mara disait tout à l'heure qu'à ce rythme, on risque de se retrouver avec ce genre de situation toutes les semaines ou tous les mois. Mais bien sûr, parce que vous savez, en fait, les révolutions cycliques, encore que ce n'est pas une révolution, les réformes cycliques, les événements cycliques ne sont pas mauvais en soi si on est maître de son pays. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la Révolution française, il y a beaucoup de gens qui parlent de la Révolution, mais ils font des erreurs, parce qu'au moins ils étaient maîtres de leur pays. Prenez la Révolution française 1789 jusqu'en 1840, c'était des mouvements cycliques et des révolutions. Mais ils étaient maîtres de leur pays, mais nous ne sommes pas maîtres. Les Maliens ne sont-ils pas maîtres de notre pays? Qui est maître du pays, du Mali? Le pays est d'abord partagé entre plusieurs protagonistes. Le Nord, vous le savez mieux que moi, vous êtes journaliste. Mais vous allez l'expliquer aux auditeurs. Oui, mais aujourd'hui au Nord, il y a une situation qui se développe, moi, qui me gêne, parce que les compromis, évidemment, qu'on trouve dans certains villages sur la base de conventions qu'on signe, il y a les gens qui applaudissent, n'est-ce pas?
ils applaudissent. Désormais, nous sommes dans le cycle de société contractuelle. Il faudrait que nous le mesurions. C'est des sociétés contractuelles à la base maintenant. Les habitants, ils signent des contrats. Maintenant, ces contrats-là sont en fait arbitrés par eux-mêmes. Et la preuve est faite que récemment, quand ils ne sont pas parvenus à un accord sur des divergences entre eux, eh bien, ça tournait. Parce que ces contrats ne disent pas que quand ça ne va pas maintenant, qui est le juge supérieur. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que c'est une erreur de dire que eh bien, le recours à la justice de notre pays eh bien, doit être mis de côté. Donc nous évoluons dans ce cadre-là et ce n'est pas en fait une bonne chose pour l'avenir parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse à comment en fait procéder à ce qu'on appelle la reconversion des différentes décisions qui vont être prises au niveau local là. Comment est-ce que ces différentes décisions-là, on va les utiliser. Que voilà. Dieu ait pitié du Mali, disait un des intervenants tout à l'heure. Le médiateur de la CEDEAO et son équipe sont à Bamako pour échanger avec notamment le colonel Assimi Goïta sur cette situation. Aujourd'hui, est-ce Dieu qui doit avoir pitié au Mali? Est-ce que c'est la communauté internationale qui va résoudre cette situation ou est-ce que ce sont les Maliens eux-mêmes qui doivent avoir pitié d'eux-mêmes, M. Mala? Je pense que ce sont les Maliens eux-mêmes qui doivent avoir pitié du Mali. Et quand on dit Maliens eux-mêmes, on commence d'abord par ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est eux qui doivent avoir pitié du pays. Parce que si le pays, dans ces circonstances de fragilité, il y a question d'insécurité, il y a des zones où l'État n'est pas présent. Si dans cette période de fragilité, le pays devait encore avoir des chocs extérieurs, sanctions extérieures, d'autres types de chocs, ou se maintenir dans une situation d'incertitude politique qui va avoir une incidence sur la situation économique, est-ce que le pays y survivrait? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Donc, à mon avis, nous devrons tenir compte de cela, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, pour avancer. Maintenant, nous avons deux opportunités. J'ai dit tout à l'heure, au niveau interne, il y a beaucoup de forces vives depuis hier qui sont en train d'engager des actions de médiation. Parce que le pays est un pays de palabres, de discussions. Et il y a des forces de la société civile et des acteurs politiques et des personnalités qui sont en train de s'essayer à la médiation. Ça, c'est une opportunité qu'il faut utiliser. Et la deuxième opportunité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'accompagnement de la CEDEAO. Aujourd'hui, il faut retenir la CEDEAO comme un accompagnateur. Mais l'accompagnateur peut se montrer structure de sanctions. On plaise à Dieu que nous n'en arrivions pas là. Et la visite du président Goodluck est cette opportunité. Il faut que nous puissions nous parler et que nous trouvions la solution pour sortir par le haut de la crise. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et par le haut, pour ma part, je crois, c'est que les organes de la transition soient remis en place et que des discussions puissent permettre de déterminer une nouvelle collaboration afin d'aller de l'avant. Je suis persuadé que s'il y a de la bonne volonté, on peut y arriver. Djibril Koulibaly sur Facebook demande: faut-il laisser Assimi Goïta diriger le reste de la transition? Je crois que cette question, normalement, si on regarde la charte, si on regarde la constitution du Mali, évidemment, et nos textes, elle ne se pose même pas. Puisque la charte dit que la transition doit être dirigée par un civil, hein, si ma mémoire est bonne. Et il faut que nous allions dans ce sens. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut faire le choix d'un civil. Aujourd'hui, le Mali est en guerre, nous le disons tous. Il est difficile d'expliquer au moment où il y a des armées étrangères qui viennent nous accompagner, qu'une partie de nos militaires soit à Bamako, dans les salons feutrés, dans les postes de responsabilité. Je pense que c'est très difficile de l'expliquer dans le contexte actuel. C'est pourquoi il faut que l'essentiel de nos forces armées de sécurité soit engagé sur leur mission régalienne. Il y a toujours et il y aura toujours des militaires dans la gouvernance du pays. Ça existe depuis Modibo et il est hors de question de renoncer à cela. Mais une militarisation de l'État, une militarisation de l'État ou du gouvernement n'est pas une bonne chose en soi.
et encore moins dans ce contexte actuel. Donc, après avoir occupé ces différents postes, est-ce que vous pensez que ces militaires vont accepter de se retirer? Il s'agit, je crois, de convenir d'un consensus. Au début de la transition, ça a été fait. Ça a été fait. Les mêmes militaires qui sont là aujourd'hui, ils ont accepté que la transition soit conduite comme elle est. Et ils ont choisi ces animateurs. Encore une fois, c'est eux qui les ont choisis. Nous tous, nous avons accompagné et nous souhaitons accompagner. La deuxième chose que les responsables doivent comprendre, les militaires et les autres, c'est qu'on peut aider son pays sans être au poste de responsabilité. On peut être utile au Mali sans être ministre. On peut être utile au Mali sans être directeur et autres. Si nous mettons le pays au-dessus de nos intérêts immédiats, personnels, financiers, je pense que nous ouvrons la porte au compromis utile. Maître Diarra, faut-il s'attendre à la gestion de la présidence du Mali par le colonel Assimi Goïta? Bon, il y a en fait... Au cours de cette transition, bien sûr. Oui, deux niveaux. Selon que les enjeux soient purement nationaux ou bien si les enjeux sont internationaux. Parce que derrière un conflit, il peut y avoir plusieurs choses. Moi, je doute fort que si ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que derrière ces conflits, qu'il n'y ait pas d'autres enjeux que le commun des mortels ne maîtrise pas. Parce que, après tout, si c'est la gestion du pays, en fait, comme l'a dit le Premier ministre Mara, même ceux qui avaient été démis de leurs fonctions, ils demeurent maliens, ils sont dans la société et je pense qu'ils auraient pu avoir la possibilité d'être redéployés dans d'autres fonctions, n'est-ce pas? Bon, mais si ce n'est pas ça l'enjeu, il y a des enjeux qui sont connus, il y a des enjeux qui ne sont pas connus. Maintenant, son maintien à la tête de l'État, dépendra de la réponse de la CEDEAO et de la communauté internationale. Pensez-vous que la CEDEAO pourrait accepter qu'il devienne président de la transition? Je ne suis pas sûr, à moins qu'il y ait des enjeux que nous ne connaissons pas. Parce que les Maliens moi, j'ai des limites objectives. Cela, à votre avis? Non, j'ai des voix, parce que vous savez, moi j'ai toujours dit que les Maliens, on ne peut pas en fait analyser les positions politiques des Maliens en fonction des clichés occidentaux. C'est une grave erreur quand vous le faites. C'est une grave erreur quand vous le faites. Nous sommes un pays particulier. Il y a des gens qui vont soutenir. Déjà, il y a des messages que nous avons lus sur les réseaux sociaux de soutien, n'est-ce pas? Même s'ils ne sont pas convaincus. Alors, une autre question de Djibril Koulibaly. Il demande, est-ce qu'il faut livrer la primature au M5 RFP? Bon, si c'est ça la rectification, n'est-ce pas? Si c'est ça la rectification. Parce que vous savez, la vie politique, elle est compliquée. Moi, je peux être conscient que je suis un homme populaire, mais avoir la conscience que je ne suis pas l'homme indiqué pour telle chose. Mais il n'y a pas cet esprit au Mali. Il n'y a pas ça au Mali. Je peux savoir qu'aujourd'hui, mon background me permet telle chose, et être convaincu que je ne suis pas la personne indiquée. La personne indiquée, il faut la choisir. Mais il n'y a pas ça au Mali. Les Maliens font ce qui est préjudiciable à leur pays et qui est un avantage pour eux-mêmes. Faut-il s'attendre à un responsable du M5 RFP comme Premier ministre? Bon, moi qui suis en train de militer pour la réactivation des organes de la transition, je pense que cette question ne se pose pas à moi. Mais en tout état de cause, à mon avis, le président de la transition est le chef de l'État. Il est, de par la charte et de par la Constitution, c'est lui qui nomme le Premier ministre. S'il est réactivé et que les discussions avec les différents acteurs permettent d'établir un consensus sur une personnalité du M5, pourquoi pas? Mais dans ce contexte-là, est-ce que cela peut être possible du moment où le vice-président, c'est lui qui commande aujourd'hui? Le plus important, c'est la stabilité. Le vice-président commande aujourd'hui du fait d'un coup de force qui est condamnable et qui a été condamné. Et nous sommes dans ce processus et essayons de nous en sortir. Et je disais tout à l'heure que je donne le conseil de grands frères et d'amis au vice-président
pour se raviser pour l'histoire et pour les précédents. Je pense que cela, je l'ai dit très clairement. Maintenant, pour cette question, je l'ai encore une fois, revenons à la charte, revenons à la Constitution. Le président est le chef de l'État, remettons-le. Des discussions s'ouvrent et en ce moment, on avance sur la question du Premier ministre et du gouvernement. Est-ce que vous pensez que cette transition les 18 mois de cette transition vont être respectés? Mais justement, ce que je suis en train de dire, je pense que c'est la proposition qui est la plus économe en termes de temps. Si on doit ouvrir la boîte au Pandore du choix d'un nouveau président, ça c'est une perte de temps extraordinaire. Ensuite, un nouveau Premier ministre et je ne sais quoi encore, voilà. Mais le président qui est là, qui est reconnu comme tel par l'essentiel des Maliens aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de ça. Et ce sont les Maliens qui comptent, encore une fois. Ce sont les Maliens. Nous parlons tous au nom des Maliens. Les Maliens aujourd'hui se reconnaissent en ce président, même s'il a été choisi dans les conditions dans lesquelles il a été choisi. Les partenaires du Mali l'ont consacré aussi. Il est la solution la plus simple, la plus courte et la plus pragmatique et la plus conforme au texte. Il nous reste 3 minutes, 1 minute et demie pour chaque invité. Au-delà du maintien des personnalités qui doivent gérer cette transition que vous proposez, comment sauver cette transition? Quelle solution aujourd'hui? Jusqu'à il y a 2 jours, nous étions dans une situation où on avançait. Je pense que tout le monde voyait cela. Le Premier ministre a fait son intervention au CNT. Il y a un gouvernement qui a été mis en place hier et ouvert à des acteurs politiques. Et pour la petite histoire, moi, mon parti ne fait pas partie du gouvernement, mais nous accompagnons la transition pour dire qu'on n'a pas besoin d'être dans le gouvernement pour aider. Il faut que tous les acteurs du pays le comprennent comme tel et qu'on avance. Avez-vous envie d'être dans ce gouvernement, de gérer cette Nous n'en faisons pas une question importante. Si on est sollicité, pas de problème. Si on n'est pas sollicité, pas de problème. Nous, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et ce serait bien que tous les acteurs comprennent ainsi. Je pense qu'on avancerait. Donc, à mon avis, on était en train d'avancer. Aujourd'hui, il y a eu un accident. C'est vrai. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut qu'on se parle. Médiation interne, médiation externe, qu'on trouve des consensus autour du chef de l'État, qui est Bandao, pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est pour moi ma solution. Pour la conclusion, je termine toujours vraiment en demandant aux militaires, et notamment l'ex-junte, de regarder le pays en face et de regarder l'avenir. Moi, je suis un enfant de militaire, je ne peux pas être contre les militaires. Merci. On va donner la parole à Maître Diarra. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'après toutes ces rencontres qui ont été organisées dans le pays, conférence d'entente nationale, dialogue national inclusif, ce consensus dont Moussa Mara parle, est-ce que vous y croyez? Oui, moi je crois, mais le problème c'est que quand on est dirigeant, il faut faire tout pour sortir de la manipulation. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de dirigeants, justement, au Mali? Non, il y a des dirigeants, mais le problème, c'est qu'un dirigeant doit sortir de la manipulation. Qui manipule qui au Mali aujourd'hui? Mais les mains invisibles. Il y a des dirigeants qui ont été des responsables, qui ont montré qu'ils le sont. Parce que quand on est dirigeant, vous avez en fait 1000 fréquentations qui viennent vous voir, mais il faut savoir tirer le bon gré, le livret. Et puis il y a aussi que... À mon avis, au Mali, il faut qu'on arrête de penser que le Mali appartient à des Maliens et n'appartient pas aux autres. Il me semble qu'au problème de Malaya, il y a une catégorie de citoyens qui pensent que le Mali c'est pour eux et les autres sont hors. Est-ce que ça veut dire que le citoyen lambda, justement, est oublié aujourd'hui dans la gestion? Il est oublié parce que tant qu'une catégorie de citoyens pense que c'est eux le Mali, et c'est ça le danger. Quand ils pensent que c'est eux le Mali, eh bien, nous allons droit à ça. Et je pense que la junte doit éviter, pas de fréquenter ces gens, mais de faire la sourde oreille à ce que ces gens disent. Faut-il craindre une autre mobilisation, comme on l'a vu avec Nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas pour... Mais c'est possible. Oui, ça peut être possible, mais nous ne le souhaitons pas. Merci beaucoup à nos deux invités, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, président du réseau des défenseurs des droits de l'homme. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue que vous avez suivi à travers les différentes radios partenaires de Studio Tamani en live sur Facebook, à la régie vidéo et audio Péting Diarra et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.